Girard en 2014. À la hauteur de la table Bonjour à tous et bienvenue dans le studio des experts. On va passer l'actualité de la semaine en revue, et pas exactement l'actualité de la semaine, c'est un peu l'actualité en général sous l'angle de l'humour et de l'expertise et aussi de la satire. 4 experts pour analyser et mettre sur le grill nos 2 invités humoristes. Tout d'abord Yves Kengen, journaliste punk chez entreleslignes.be. Bonjour. Mariam Benayad, journaliste à la Libre Écho. Bonjour. Bonjour. Samuel Buisseret, alias Sam, youtubeur sceptique. Bonjour. Bonjour. Et Aurore Pénois, journaliste à Vivre Ici, à RTBF. Bonjour. Bonjour. Alors, ces derniers week-ends, on a eu l'habitude des tempêtes à Bruxelles, mais là, la tempête a d'abord touché Paris. Benjamin Griveaux, candidat macronien à la mairie de Paris, a dû démissionner suite à la révélation d'une vidéo masturbatoire révélée par un dissident russe installé à Paris. Du coup, tout le monde s'inquiète, la vie privée des personnalités est-elle en danger? Et même à Bruxelles, on s'en inquiète. On parle aussi du revenge porn à Bruxelles. On en profite peut-être pour légiférer en la matière. Mauvaise idée, estime la directrice de l'Observatoire des prisons. Le projet de loi dont on parle ne fera que créer une circonstance aggravante dans le cas d'une intention de vengeance ou pour un intérêt économique que quelqu'un diffuse sans l'accord de la personne des images à caractère sexuel, principalement sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc en réalité, ça ne fait qu'aggraver une peine qui existe déjà. Et donc, par rapport à la victime notamment, puisque c'est ça qui est vanté par le projet de loi, c'est que c'est pour protéger la victime, le fait d'aggraver une incrimination n'a strictement aucun effet pour la victime. Les images sont déjà diffusées et le fait que l'auteur soit puni plus sévèrement d'une peine de prison plus lourde n'a strictement aucun effet pour la victime. Donc on se retrouve de nouveau avec une plus grande pénalisation, une plus grande criminalisation, un recours au système carcéral, alors qu'en réalité d'autres pistes n'ont pas du tout été explorées. Alors Yves Kengen, ces images diffusées, ça peut effectivement casser toute une carrière. Oui, ça peut, mais j'ai été étonné du terme que vous avez utilisé quand vous avez dit « il a dû démissionner », Monsieur Griveaux, pardon. Il n'a pas dû, il a décidé de. Personne ne l'a obligé, que je sache. Alors on peut poser la question de savoir s'il aurait par exemple mieux fait de continuer en disant « tout ça c'est vraiment en dessous de la ceinture, ça ne me concerne pas, je continue ». Non, c'est lui qui a décidé de démissionner. Mariam Benayad, cette affaire-là, ça vous a inspiré? Se repose toujours la question de quelle frontière on ne peut pas dépasser quand il s'agit de la notion de la vie privée, qu'il s'agit de personnalité publique ou privée. Est-ce qu'il a dû démissionner? Est-ce qu'on l'a incité à démissionner? C'est aussi une question à se poser. Je pense qu'à partir du moment où il y a des éléments de sa vie privée qui se retrouvent sur la place publique, on n'est plus vraiment à l'aise, confortablement installé dans son siège, donc on est poussé vers la sortie, inévitablement. Et vous, Sam? Moi, je serais un extraterrestre qui débarque sur Terre. Je trouverais que les humains ont une étrange coutume d'être très attentifs comme ça à la vie privée de leurs élus, jusqu'à ce que la personne se retrouve à démissionner, alors que l'objectif, c'est quand même, je sais pas, de faire un monde meilleur, une meilleure société, etc. J'arrive pas à faire le rapport entre cette obsession pour la vie privée et la personnalité d'une personne et son réel objectif, sa réelle fonction. Mais parfois on a dit qu'il y avait un double discours en disant la famille d'un côté et de l'autre peut-être d'autres habitudes. Oui, c'est un petit peu mais même là, je comprends pas. Il a clairement mis en avant son côté familial, mais c'est de la séduction. À partir du moment où il est mis en échec dans sa séduction, je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est tout son programme qui est mis en échec. Et vous, Aurore? Mais moi, il y a 2 choses. C'est que... ça y est, j'ai déjà oublié. Mais donc, une des 2, en l'occurrence, je ne comprends pas qu'il se soit retiré parce que, certes, il est quand même victime de ce revenge porn et j'ai l'impression qu'il est une 2e fois victime. C'est toujours, en fait, à ces personnes qui ont déjà subi une première chose qui n'est pas correcte, qui finalement subissent à nouveau les conséquences. Je trouve qu'il aurait dû rester et dire, voilà, et oui, ça arrivait. Et donc, il est puni 2 fois. Pour moi, il est vraiment puni 2 fois et ça donne aussi un message à toutes les personnes qui sont victimes de ce genre de choses, qu'en fait elles sont
elles sont encore victimes une deuxième fois et que finalement elles ont une responsabilité dans tout ça, pour moi absolument pas. Et j'ai retrouvé la première chose que je voulais dire, c'est qu'aussi je pense que c'est quelque chose qui est très français par rapport aux médias. Il y a plein de choses qu'on a su, nous les médias, sur les politiques en Belgique, des tromperies et autres styles. Et ça n'a difficilement fait autant de scandales. Alors il y a cette histoire avec Delphine Boel, c'est encore un peu différent, mais quand l'un ou l'autre Premier ministre avait une maîtresse à la mer, bon, on le savait dans la presse, on n'en a pas fait des choux gras. Et ça, je pense qu'entre la Belgique et la France, la différence est assez importante. Ben, on va voir ce qu'en pensent nos deux invités, parce que l'une des deux est française. Il négociera en 14 à la hauteur de la table Alors vous en êtes rendu compte, ce ne sont pas des invités politiques aujourd'hui, ce sont des invités humoristes, on peut dire ça comme ça. André Lamy, qui sera en spectacle les 8 et 9 mai au Fou Rire, et qui est tous les jours sur l'antenne de Bel RTL, en semaine en tout cas, avec Votez pour moi. Et Sandrine Saroche, qui est notre invitée spéciale, qui vient de Paris, qui elle sera en spectacle à Bruxelles le 30 avril au Centre culturel d'Oderghem, et elle est une fois par semaine sur RTL France dans l'émission de Stéphane Bern et aussi sur Paris Première. Tout à fait. Alors, d'abord, que pensez-vous, Sandrine Saroche, on va commencer par vous, de toute cette affaire Griveaux, hein, vous l'avez suivi de près, vous vous en êtes moqué déjà Ah ça y est, c'est fait. Oui. Moi j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Oui, j'en ai fait une chronique, effectivement. Benjamin Griveaux a passé la main. Écoutez, on parle beaucoup de vie privée. Là, on est quand même plus que dans la vie privée, on est dans la vie intime. Hein. Alors en France, en fait, vous avez deux camps. Il y a ceux qui ont vu la vidéo et ceux qui l'ont pas vue et qui le regrettent beaucoup, apparemment. Il y a ceux qui sont admiratifs ou jaloux et ceux qui vraiment non. Comme moi, j'étais en vacances, j'étais à l'étranger, donc j'ai pas vu, j'ai raté le coche en fait. On peut l'avoir en streaming, je crois. Ah bon? Non, mais je crois André pas. Je crois qu'elle vu, a disparu. Elle a disparu la vidéo. Mais justement, vous êtes intéressé aussi à la compagne de Piotr. Ouais. Donc Piotr, c'est ce fameux dissident Piotr, russe. c'est ce fameux. Moi, j'ai surtout axé ma chronique sur Piotr avec sa bouche cousue et donc je dis que c'est l'homme idéal évidemment qui est un taiseux je vous confirme que c'était compliqué de faire une chronique, curieusement, parce qu'en fait c'est marrant parce que j'ai reçu plein de messages en disant dis donc, l'actu là cette semaine pour toi c'est pain béni, c'est génial. Eh bien, contrairement aux apparences, c'est encore plus difficile à traiter parce que justement il faut être sur la crête et ne pas tomber dans le grivois, essayer en tout cas de pas trop tomber dans le grivois et donc de traiter les choses en prenant justement de la hauteur en fait. C'est ce qui est le rôle de l'humour. Quand vous dites Griveaux, la main de Moscou, c'est peut-être pas loin quand même. Oui. Mais et le plan cucu. Le plan cucu. Oui. Alors André Lamy, en Belgique, vous avez moins le cas d'en voter pour moi de tomber sur des affaires de ce style-là. Oui, parce que je crois qu'en Belgique, en France, il y a quand même c'est un vieux sport national d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans la vie privée des hommes politiques, que ce soit François Hollande avec son casque de moto. Mais là, on regarde carrément dans la culotte. Là, Ah oui. Là, on a franchi une étape quand même. Je pense qu'en Belgique, on est moins là-dedans. Enfin, pour l'instant, ça peut changer, évidemment. Il y a quand même un cas, Yves Kengen. On regarde dans la culotte parce que certains ont bien voulu l'ouvrir quand même. Hein. Oui, mais enfin bon, ils l'ont ouvert de manière privée. Oui, d'accord. Il pensait. Je pense pas qu'il pensait que ça allait être diffusé. Non, ça j'espère bien. Non, mais c'est vrai. Mais quand on fait une carrière politique, on évite en général ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on a eu un précédent en Belgique avec Ils Uitersprot. Ah oui, mon Dieu. Sur les tours de... Bon, on va le raconter. Il va les raconter parce que Sandrine ne connaît pas cette histoire. Je ne connais pas. C'était la bourgmestre de Alost, une petite ville à 25 km. Dont on va parler tout à l'heure dans l'émission. Voilà. Et elle a été prise, si j'ose dire, en position très intéressante et très animée en haut d'une tour par un touriste dans le midi de la France qui a tout filmé et qui a mis ça sur les réseaux sociaux. Et ça a fait bien rigoler, ça a fait les gorges chaudes à défaut des gorges profondes. Et finalement, il lui est rien arrivé de grave à cette brave dame. On a trouvé ça plutôt marrant. Bon, elle n'a pas été réélue. Elle n'a pas été réélue, mais enfin, ça peut être un simple fait électoral, n'est-ce pas? Et on n'a pas l'impression qu'en Belgique, on soit aussi
aussi méchant là-dessus. On a quand même une autre affaire. Alors, il y a on a l'affaire Luperto, qui lui a été chose. accusé de comment dirais-je, comportement indécent sur mineurs. Ça n'a en rien entravé sa carrière politique. Il est toujours bourgmestre de sa commune de Sambreville. Il est très présent lors des élections et apparemment, tout ça est un peu passé aux oubliettes. Donc, on peut aller plus loin. Elio Di Rupo, à un moment, à l'époque... oui, mais ça, c'était un fake. Hein. C'était un fake, mais enfin, il y a eu quand même beaucoup de presse là autour. Oui. Il a dû dire qu'il ne sortait qu'avec des personnes consentantes. Il a dû s'expliquer quand même à l'époque. Est-ce qu'on n'est pas dans une société de la pudibonderie extrême maintenant? Parce qu'on a l'air de condamner ce pauvre Benjamin Griveaux d'envoyer des dick pics ou autre. Alors moi c'est pas inquiétant, ça? Moi, j'ai entendu beaucoup de défense de Benjamin Griveaux. Moi, ce que je retiens, c'est quand même que unanimement la classe politique, alors avec des bémols, mais la classe politique a quand même dit que c'était scandaleux. Il y a quand même un soutien. Moi, j'ai plus entendu. Ils le font tous, évidemment. Ben oui. Et puis on ne sait pas. En fait, on ne sait pas pourquoi effectivement, puisque en fait, j'ai lu quelqu'un qui je sais plus. Je crois que c'est Fogg qui disait pourquoi il n'a pas fait comme Clinton et pourquoi il n'a pas soutenu Mordicus que non, enfin ou assumé. Finalement, il a manqué de couilles. Ben, déjà, il avait quand même déjà un énorme pénis, donc bon. Et je me dis, d'abord, on ne sait pas pourquoi il démissionne. Effectivement, la question peut se poser parce que a priori de ce qu'on dit, c'est qu'il y en a d'autres et on ne sait pas s'il y en a d'autres aussi sur lui et sur les autres. Donc il y a encore beaucoup de mystères. Hein. C'est pas, elle est pas. Je pense que cette histoire elle n'est pas terminée. En fait, c'est juste le début. Moi, je reviens sur ce que disait Sam tout à l'heure, c'est que je me pose éternellement la question, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tant à ce qui se passe dans la vie intime, parce qu'on est au-delà du privé, et on a complètement bypassé les programmes politiques de ces personnes. Je serais curieuse de savoir si on fait un simple micro-trottoir qui n'a pas valeur de sondage, mais en disant, tiens, ce candidat, qu'est-ce qu'il avait comme programme. Je ne pense pas que les gens, ils seraient plus intéressés par l'arme du crime qui a été citée à plusieurs reprises que par le programme en question. Mais ici, on est peut-être dans une manipulation politique, qui sait, surtout que du côté russe, on parle souvent des compromates. Donc ce sont ces accusations fausses. Yves Kengen ? Oui, je pense que peut-être que pour Griveaux, c'était aussi une façon inespérée de se tirer des flûtes alors que les sondages le créditaient d'une piteuse 4e place dans les intentions de vote avec un très médiocre 13%. Donc c'est aussi pour lui peut-être une aubaine et se dire je me retire, on m'a attaqué sous la ceinture. Pas sûr que ce sera facile de revenir après ça quand même. Oui, non, mais là par contre je suis pas tout à fait d'accord parce qu'effectivement sinon il arrêtait directement. Je pense que quand on se lance dans une course quelconque, on y va à fond, on n'y va pas en fait. Même si les sondages ne sont pas... Bien, on verra ce qui se passera. Je voudrais quand même pointer vos différents spectacles, Sandrine et André, pour que les gens, surtout pour Sandrine, qu'on connaît peu ici chez nous, parce qu'on ne voit pas Paris Première. Mais ça va changer, donc je propose qu'on regarde un extrait de votre spectacle et on en parle juste après. Temps de la marche. Dans les sondages, je suis là. Au 12e temps de la marche, je me mange l'affaire Benalla. Wesh ma gueule, je suis pas venue au monde pour être ta femme de ménage, ok hein. Teresa. Et je te signale que l'esclavage s'est terminé depuis 1740. Depuis 1800. Teresa. Depuis Barack Obama. Il est trop grand cet appartement. La cuisine est en banlieue. C'est la loi. Vital. Et même en Louisiane, on peut courir au marathon. C'est la loi. Vital. Et tous les 28 jours, je suis pas engagé. Tu connais la différence entre Nelson Mandela et un politicien français? Nelson Mandela avait fait de la tôle avant d'être élu.
Bon, alors Sandrine Saroche, on en sait un petit peu plus sur votre spectacle. Désolée. Donc oui, d'ailleurs, dans votre je le dis, spectacle... bien sûr, ça fait des années qu'on se fout de la gueule des Belges et maintenant on paye pour vivre comme eux. Justement, vous connaissez bien les Français qui vivent à Bruxelles? J'en connais quelques-uns, effectivement. Je connais j'ai eu quelques amis qui sont partis et on n'a plus vu revenir en fait. Ils sont bien chez vous. Et vous l'appelez, il y en a une, vous l'appelez la bruxelloise. Martine, oui tout à fait. Martine qui est venue s'installer à Uccle, qui est allée donc mais pas au début d'Uccle, hein, vraiment au bout d'Uccle, dans le trou d'Uccle, et donc qui a quitté l'art, l'humanitaire pour l'art contemporain, et donc qui a ouvert une galerie d'art. Et donc voilà, ce personnage que j'aime beaucoup, auquel je suis très attachée, et j'ai hâte, franchement, j'ai hâte de jouer chez vous pour voir quelle va être la réaction à ce sketch. Vous allez jouer à Oudergem, donc voilà. Espérons que les places s'arrachent. Oh oui. Bon. Encore un mot sur le spectacle, il y a des chansons. Vous avez une formation d'art lyrique, vous dansez un peu aussi, vous êtes comédienne, mais au départ, c'était pas du tout ça votre premier métier. En réalité, tout ça préexiste, hein, le théâtre, le chant, c'est ce que je fais depuis l'enfance. Et puis, il y a un principe de réalité. Moi, pour dévoiler un petit peu de ma vie privée, quand je débute mes études, mes parents divorcent. Et donc là, je me dis, c'est pas le moment de leur dire. Et alors moi, je vais faire du théâtre. Et je me dis non, il faut que je travaille, et donc je commence à faire sérieux, Et ouais, j'ai fait des études de droit. J'ai fait des études de droit, et puis c'est un petit peu comme au casino, tant qu'on gagne, on continue, et ça marchait bien. Et voilà, je suis allée jusqu'à mon diplôme d'avocat. J'ai bossé après comme juriste, etc. Et puis il y a quand même un jour où je me suis dit non, il faut quand même que je fasse ce que j'ai vraiment envie de faire. Et voilà, voilà. Et de Toulon, vous êtes passé à Paris et maintenant à Bruxelles. Oui. C'est déjà pas mal. Alors, André Lamy, lui, il a beaucoup travaillé à Paris. Oui, à l'époque, une autre vie. Voilà, une autre vie. Maintenant, il est à Bruxelles et tous les jours, et dans Votez pour moi. Et alors, je vais vous proposer un petit extrait du Votez pour moi de ce vendredi, où il parlait du grand succès d'Angèle. Bonjour à tous, Angèle, bienvenue à Vivement Dimanche avec toute votre famille. Vous êtes la nouvelle égérie Chanel, vous avez remporté l'an dernier le Decibel Music Award de la meilleure chanson française, et aussi meilleure chanson française, meilleur concert, meilleur clip vidéo. Vous êtes enfin surtout artiste solo féminine de l'année. Angèle, alors vous êtes la grande gagnante du meilleur pâtissier cette année pour votre chanson Je veux tes œufs. J'adore. J'ai chanté les sardines, vous avez chanté Balance ton porc. J'adore. Vous êtes légitimement la lauréate de la grande foire agricole de Libramont. J'adore la Belgique. Magnifique, Angèle remporte la coupe de l'UEFA. C'est magnifique. Salut Angèle, salut mes chéris. La vérité, t'as tout raflé cette année, tu m'as régalé frère. Et il voulait même pas lui donner l'award du meilleur artiste solo masculin. Mais bon, Zarma, ils ont pas osé, du coup ils l'ont donné à qui? À son frère. Bravo Angèle, vous avez gagné des millions. Voilà, Angèle a gagné des millions. Oui, Angèle, forcément, on ne pouvait pas passer à côté, vu qu'on la voit partout et qu'elle rafle tout, donc on s'est un petit peu moqué d'elle. On aime bien se moquer de nous-mêmes en Belgique. Oui, mais vous moquez de Français aussi, hein? Un peu. Oui, quand même, hein? Je m'en suis moqué beaucoup à une époque, Mitterrand, tout ça, j'ai connu quand même. Oui, mais maintenant un peu moins. Hein? Mitterrand, c'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Votre spectacle, donc, c'est au Fou Rire, mais pas seulement au Fou Rire, vous passez aussi en province belge. Oui, mais ça nous intéresse moins, mais surtout le 24 avril à Kuckelberg et le 25 avril à Etterbeek au Petit Chapeau Rouge. Voilà. Qui s'appelle l'Amiral, spectacle. Jeu de mots. Voilà. André Lamy. Bien sur les grosses têtes, ne zappez pas. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de Sandrine Saroche Je n'en pense rien de bien. Elle vient manger le pain des Belges. Oui, c'est ça. Avec tout ce que vous nous envoyez depuis des années. Bon, pour vous, Sandrine, André Lamy, c'est une espèce de
de monuments, de limitations. De monuments qu'on visite pas, mais pas encore. Mais... On vous laisse entre vous. Bon. Non, monument. Alors je voudrais parler avec vous et avec les experts des chefs d'État qui sont souvent vos têtes de Turcs. Ah bon? Oui. Oh oui, quand même. Alors on va commencer peut-être par Emmanuel Macron. Ben oui, pourquoi pas, tu vois. Voilà. Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui avec vous, madame. J'adore tout ce qu'il fait. Brigitte aussi, surtout Brigitte. Et vous, Emmanuel Macron, c'est un personnage habituel de... C'est mon saint patron. C'est votre saint patron. S'il n'était pas là, je sais pas, je sais pas ce que je dirais en fait. Il y a quasiment une chronique sur 3 qui est consacrée à Emmanuel Macron. Ah non, il nous facilite bien la tâche quand même. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que François Hollande finalement? C'est vrai. Alors c'est vrai qu'il faudrait demander justement à sa femme. Mais qu'est-ce qu'il a de plus? Alors moi, je n'ai connu en tant que chroniqueuse humoristique, à la télé et à la radio, que Macron, puisque lorsque je suis arrivée, il était déjà au pouvoir. Donc je ne peux pas comparer. Mais c'est vrai que je sais que les humoristes ont beaucoup pleuré quand François Hollande est parti en se disant qu'est-ce qu'on va. Au départ, c'était super difficile. Il avait réussi à ringardiser tous les autres politiques. On se disait mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et donc il a fallu, en tout cas moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné le truc en disant, en me moquant, en disant il est merveilleux, je l'aime, je suis amoureuse. En fait j'ai retourné le truc et après aussi en l'infantilisant, mais c'était très compliqué au départ vraiment pour les humoristes et puis d'un coup, parce qu'il n'est pas venu tout seul, il est venu avec un gouvernement. Alors je sais que vous nous l'enviez beaucoup ce gouvernement puisque vous n'en avez pas. Alors si vous voulez, on peut vous le céder, on peut vous le prêter. Où on peut s'arranger, une garde alternée, une semaine chacun. En tout cas, ça nous ferait un petit peu de vacances. Donc, heureusement, il n'est pas venu tout seul, effectivement. Il est venu avec son parti, il est venu avec son équipe. Et ce qui est génial, en fait, c'est qu'en France, je dis c'est un sport national. Quand j'ai commencé à travailler Europe 1 il y a quelques années, c'était clair qu'il fallait attaquer les hommes politiques, attaquer le pouvoir. Ce qui n'était pas le cas en Belgique. On faisait rarement ça en chronique. Et ça, on s'est rattrapé. Et c'est un peu voté pour moi, en fait, il y a 13 ans maintenant, qui est arrivé avec ça, en attaquant ce qu'on ne pouvait pas attaquer avant, c'était le roi. Oui, alors justement, le roi, on va en parler, parce que je crois que même Sandrine est au courant de cette affaire entre Albert II et sa fille Delphine. Albert II... Attendez. Parce qu'Albert II, justement, cette semaine, on l'a vu. Parce qu'on l'avait un peu perdu de vue. Et là, à l'occasion d'une messe pour les défunts de la famille royale, on l'a revu là, avec sa canne, montant l'escalier, et son épouse. Voilà. Et saluant quelques personnes. Il y a du vent en Belgique. Oui. Il y a beaucoup de vent, effectivement. Mais donc, il n'y avait pas grand monde, mais quand même, c'était la première sortie d'Albert II. Depuis effectivement, qu'il est devenu le père de Delphine Boel. C'est quand même assez rapide à l'âge de Delphine. Donc ça, vu de Paris, cette affaire d'un roi qui se découvre une fille jeune aussi papa, tard. En fait, c'est ça, un si jeune papa, oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la même chose. Sauf que je crois que c'est quand même une histoire qui couve depuis longtemps, non? Elle couve depuis longtemps. J'ai déposé une liste chez Pré-Maman, mais allez-y vite, ça va fermer. Et donc, c'est effectivement quelqu'un dont André Lamy a beaucoup parlé quand il était roi. Il est encore roi maintenant, mais il n'est plus régnant. Ça reste un personnage. Oui, ça reste un personnage. Albert II, c'est le bon papa des Belges, mais en même temps, il fait tellement de bêtises à côté que ça nous permet aussi d'avoir du grain à moudre, comme on dit. Il vous manque pas un peu avec le nouveau, maintenant? Non, le nouveau est très bien aussi. Il est très bien. Il est très bien. J'ai un sketch dans le spectacle où je vois accueillir tous les présidents de parti qui arrivent au Palais de Lac. Il est là. C'est qui? Alors on lui dit, c'est Vlaams Belang. Ah, gentil ou méchant? Méchant. Ah, alors gros yeux. Mais justement, Albert II, il était très sympa pendant son règne. Et là, depuis qu'il y a eu cette histoire de sa fille Delphine, il a une image qui est comme un moins sympa. On va dire que l'image a été égratignée, oui, ça c'est clair. D'autant plus que je crois qu'il y a à peu près plus de 70% des Belges qui voulaient quand même qu'il la reconnaissent, de toute façon. Enfin bon, là, il n'avait pas le choix, de toute façon. C'est emmerdant, surtout pour la succession.
Voilà, de toute façon. Philippe a déjà eu le trône, donc ça c'est déjà une chose, je dois pas le régler ça. Astrid, elle voulait une petite sœur, c'est fait. Oui. Laurent, il aura ma voiture, une Mercedes, mais Euro 2, donc il ne pourra pas en sortir. Et le roi Philippe, justement, est-ce qu'il y a une image pour vous, Sandrine Saroche, du roi Philippe, ou pour vous c'est un roi invisible? Philippe et Mathilde, chez nous en France, c'est une publicité pour les magasins Leclerc depuis 20 ans. C'est un couple qui s'appelle Philippe et Mathilde. Il faut savoir d'ailleurs que Mathilde est jouée, Mathilde est jouée par Mathilde Vitry, qui est la fille de Sylvie Joly. Et depuis 20 ans, c'est le couple qui achète chez Leclerc des mousses au chocolat. Donc c'est vrai que emblématiquement, c'est ça à ça pour que ça nous. vous fait penser. Oui, parce que moi je lis pas Point de vue et Image du Monde, donc pour moi, Philippe et Mathilde, c'est ça avant. Et vous parlez de Sylvie Joly, c'est un peu votre inspiratrice, parce qu'elle aussi, au départ, elle était avocate. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Vous sentez un lien avec elle? J'ai été vraiment biberonnée à Sylvie Joly. J'adore. J'ai beaucoup aimé. Je connaissais ses sketchs par cœur. Et j'ai eu la chance de passer dans un cabaret, d'ailleurs, où elle avait fait ses débuts aussi. Et donc, il y avait encore les affiches, les vieilles affiches, et donc le spectacle s'appelait Show bourgeois. Et je me demandais d'ailleurs si aujourd'hui on ferait encore un spectacle qui s'appellerait Show bourgeois, s'il y a encore des gens qui viendraient voir un show bourgeois. Voilà. Hein? Oui. À Uccle. Chez nous, c'est plutôt bourgeois bohème. C'est bourgeois bohème, les bobos. Nous avons aussi les bobos à l'est de Paris, et à l'ouest, nous avons les bourgeois non bohèmes, les bonobos. Donc on a vraiment... Je vous propose de passer à notre rubrique tête d'affiche, où je vous présente à tous les deux des portraits de personnalités qui ont fait l'actualité. J'essaie d'adapter un peu ça pour Sandrine, pour André un peu moins. Vous avez baissé un petit peu le niveau cette semaine. Merci pour non, nous. c'est pas baisser le niveau. On l'a peut-être orienté. On a un peu plus orienté vers le sud, en tout cas. Mais tu comprends, elle est française. Et c'est une femme, donc on va... Donc, à vous de choisir une des 4 personnes qui vous inspire en bien ou en mal et faire un petit commentaire. Donc, on commence par André Lamy. Tout d'abord, Éric Laforge, l'animateur matinal de Classique 21 qui est décédé le week-end dernier. Sabine Laruelle, la première femme nommée missionnaire par le roi. Julien Niquez, nouveau patron des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, WBE, ou Graham Allwright, le chanteur de folk néo-zélandais qui chantait en français. Alors, qui choisissez-vous? Éric Laforge, Sabine Laruelle, Julien Niquez ou Graham Allwright? Je vais prendre quand même... Enfin, prendre, c'est un meilleur mot. Sabine Laruelle. Sabine Laruelle, oui. Bien, tu as bien raison de répondre, parce que je ne la connais pas. Alors, voilà, on vient oui. Expliquez-nous qui est Sabine Laruelle, donc la présidente du Sénat. Sabine Laruelle, c'est une ancienne ministre, c'est une ministre de droite, du MR, donc, et qui est la première femme qui va pouvoir essayer de pouvoir informer le roi pour avoir un gouvernement de plein exercice. Voilà, c'est la première fois qu'une femme a ce poste-là avec un partenaire qui est Patrick de Waal, qui lui est plutôt... est aussi à droite. Mais il est flamand et il est président de la Chambre. C'est un petit peu comme Agnès Buzyn, finalement. Vous l'envoyez au casse-pipe, en fait. Exactement. Je crois que c'est un peu ça, oui. Moi, si je peux Mariam Benayat. Les Belges ont un peu d'humour, parce qu'on a finalement choisi la ruelle pour sortir de l'impasse. C'est pas rien. C'est pas rien. Je vois que le fait qu'on invite Sandrine et André, ça donne des idées. Hein. Oui, ça. Je vais en mettre une petite couche, donc ça, c'est la tête qu'elle tire quand on lui annonce sa mission. Bon, eh bien, on verra dans 2 semaines quelle tête elle tirera une fois que la mission sera terminée. Alors, Sandrine Saroche, maintenant c'est à vous, je vous en propose 4 autres. Ah oui, d'accord. Ah oui, bien sûr. La première, c'est Lio, la chanteuse bruxello-portugaise honorée aux Awards pour ses 40 ans de carrière. Mark Zuckerberg, boss de Facebook, venu à Bruxelles. Rajendra Pachauri, un des scientifiques fondateurs du GIEC, est décédé. Ou Kim Clijsters, notre tenniswoman sur le retour. En fait, elle a sans aucune hésitation. Lio, Mark Zuckerberg, Rajendra Pachauri ou Kim Clijsters. Sans aucune hésitation, Lio. Lio qui est quand même l'idole de ma jeunesse. Donc c'est vraiment... j'arrive à Paris. La première fois que je viens à Paris, j'ai 11 ans et j'achète le 33 tours de Lio. Et donc je connaissais... Lequel? Le premier, Amoureux solitaire, avec le fameux Banana Split. C'est les cercles, c'est la abominable des neiges. Et donc
je connais toutes les chansons par cœur de Lio, donc voilà, c'est peut-être ma belge préférée. Production et composition belge. Hein. Oui, absolument. Alors, 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravi ou laquelle vous a énervé. Il y a d'abord le Murano qui était incendié cette semaine, une boîte de nuit à Bruxelles. Il y a après Chiara Denis qui a frappé Bruxelles, donc ce sont les tempêtes. Le Covid-19, déjà plus de 2000 victimes dans le monde. La mort de l'inventeur du copier-coller. Ou alors les grands patrons français bruxellois taxés. Macron a décidé de les taxer. André Lamy d'abord. Que choisissez-vous? Prends-les tous parce que moi j'en veux pas. Prends-les tous ceux-là parce que moi j'en veux pas. Moi je les veux pas. Ceux-là je les. Il y aura d'autres. Non, il n'y en aura pas d'autres. Donnez-moi d'autres. André. Je vais la jouer perso, le Murano incendié, puisque c'est quand même un endroit où on sortait beaucoup dans notre jeunesse. Avec certains amis de l'époque où j'étais en radio, SIS, vous étiez aussi d'ailleurs. Oui. Donc voilà, un peu de nostalgie. Nostalgie, oui. Voilà. Et alors, quand même, Sandrine, il faut choisir quelque chose. Les patrons exilés, les pauvres patrons. Mais ça me fait de la peine, moi je peux pleurer sur un truc comme ça. Pareil, ils vont venir vous voir à Luc, ils sont là-bas. À Auderghem, pardon. Justement, c'est l'intérêt de la chose. Mais bien sûr, oui. Et ils ont beaucoup d'autodérision, n'est-ce pas? Ils ont beaucoup d'humour, ils vont venir. Ils seront tous là le 30 avril. Mais sinon, vous recevrez, à mon avis, beaucoup d'invitations pour des vernissages dans des galeries d'art. Ah, formidable. Notamment à Rivoli, où il y a beaucoup de galeries d'art tenues par des Français. Je vous conseille d'y aller faire un tour. Alors, il y a aussi quelque chose qui a beaucoup agité Bruxelles ces derniers jours. C'est cette conférence à l'université. Elle a fait beaucoup de bruit. Il s'agissait de se souvenir de l'attentat contre Charlie en invitant 2 de ses membres à l'ULB jeudi dernier. 2 cercles marginaux ont déploré la présence, ont-ils dit, de réactionnaires, et ils ont même demandé à l'université de ne pas leur offrir cette tribune à ces horribles réactionnaires. Tollé à l'université, chez les politiques, à quelques infimes exceptions près. Alors je vous propose un extrait de cette conférence débat qui était co-organisée par l'université et par le Centre d'action laïque, avec une sortie du rédacteur en chef de Charlie Hebdo, c'est Gérard Billard. La foi, c'est ce qui concerne chacun, c'est intime, ça regarde personne. La religion, c'est autre chose. La religion, c'est l'organisation sociale et politique de la foi. Donc c'est politique. Aucune religion, je ne connais aucune religion au monde qui renonce à l'exercice politique. On le voit en Inde avec l'hindouisme. Ça prend les atours du nationalisme, mais c'est une religion. C'est une religion qui veut exercer le pouvoir, et une religion n'exerce jamais le pouvoir de manière démocratique. C'est par essence un pouvoir totalitaire. Parce que les lois religieuses, contrairement aux lois démocratiques, ne sont pas discutables, ne sont pas opposables. Elles sont écrites une fois pour toutes et on n'en débat pas. Ou si on en débat, c'est dans un cadre qui est établi d'avance. Voilà. Si le Vatican était une démocratie, on serait au courant. Donc voilà, il faut jamais perdre de vue que aujourd'hui, effectivement, c'est la religion, c'est l'islam qui est en conquête politique. Mais ça veut pas dire que les autres religions ont renoncé pour autant. Alors, Mariam Benayad, c'était un débat, on en a beaucoup parlé de cela, où en est aujourd'hui la liberté d'expression de manière générale? Alors, la liberté d'expression, on se pose éternellement la question, où est-ce qu'elle en est avant Charlie Hebdo, après l'attentat, 5 ans plus tard, et on ne sait jamais vraiment où est-ce qu'elle en est. Ce que je trouve déplorable, c'est qu'on aurait dû peut-être avoir un débat beaucoup plus mélangé sur cette question très importante de la liberté d'expression, et communiquer aussi déplorable des cercles. Moi, je n'avais même pas la connaissance de ces cercles. C'est un cercle féministe et un cercle syndicaliste. Exactement. Aurait peut-être dû être invité à débattre correctement et puis avoir un vrai débat contradictoire sur cette question. Mais c'était ouvert à tous. Hein. Oui, mais ils n'étaient pas invités à débattre en tant qu'intervenants. C'est plus une conférence qu'un débat, en fait. C'est l'impression que j'en avais. J'y étais et il y avait la moitié qui était un débat avec la salle. Donc, c'est justement un des problèmes que moi je pointe à du doigt, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'événement, mais personne ne savait ce qu'il y avait en interne exactement. Et donc il y avait tout un brouhaha autour. Et beaucoup de faux débats sur les réseaux sociaux. Les gens se tapaient dessus littéralement.
mais avec rien de concret. À un moment donné, moi, je ressors en me disant, mais c'était quoi le sujet du débat, en fait? Si c'est la liberté d'expression et tout le monde se tape dessus, et ça vire à l'obscène, franchement, c'est triste pour Charlie Hebdo et pour la mémoire et pour ce qu'on voulait en retenir. Et on passe à côté d'un vrai débat, finalement. Moi, je suis d'accord avec ça, hein. Vraiment, en tout point de vue. Ouais. C'est vraiment, on parle pas, quoi. En fait, on s'invective. On s'invective, mais on ne parle plus, on ne se parle plus. Ouais. Sam, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, à ce niveau-là, ça bouge pas mal sur les réseaux sociaux. Il y a eu évidemment l'affaire Je suis Mila il n'y a pas très longtemps. Moi, j'ai sorti un truc là à propos d'une secte naissante qui s'appelle Oser Jésus. Oser Jésus. Oui, Oser Jésus. Après Oser le féminisme, ouais. Oser Jésus. Ouais. J'ai hésité à sous-titrer. Oser Joséphine, mais. C'était beaucoup plus drôle. Ouais. J'ai hésité à sous-titrer User Jésus ou Oser José. Et donc, on revient toujours sur la même chose. La liberté d'expression, c'est assez simple. Il faut réussir à respecter les personnes, mais on n'est pas obligé de respecter ce qu'elles croient. Là, on parlait justement du fait que c'est finalement la religion, c'est une question politique. Et ben, ça se critique comme toutes les politiques, tout simplement. Ni plus ni moins. Mais il faut réussir à respecter les gens en eux-mêmes. Ça, c'est vraiment important. Mais la question habituelle, Sandrine Saroche, c'est: peut-on rire de tout? Qu'est-ce que vous répondez à cette sempiternelle question? Que non seulement on peut, mais qu'on doit. On doit rire de tout. Alors après, il y a quand même, si on dit que c'est un droit, c'est toujours assorti d'un devoir. Et moi, je pense que on doit. Le devoir, c'est d'être drôle. Donc moi, par exemple, en ce qui me concerne, je me suis fixée pour ligne de ne pas être dans l'exhaustivité, c'est-à-dire que je ne traite pas tous les sujets, je vais traiter un sujet ou deux ou trois, enfin en tout cas ce qui me paraît drôle. Voilà, les choses qui me font pas rire, je les traite pas. Voilà. Vous font pas rire, ouais, ça me fait pas rire. Il y a des choses qui me font pas rire, oui, c'est ça. Voilà. Et après, des proches disaient, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Il faut rajouter, et pas n'importe quand, et pas n'importe où. En fait, c'est ça. Moi, je ris pas de la même chose quand je suis dans un dîner et quand je suis à la télé, ou même quand je suis sur scène. C'est pas la même chose quand je suis sur scène et quand je suis à la radio. Enfin bon, voilà. Donc, vous essayez d'adapter un peu en fonction des publics. Évidemment, Et vous, André Lamy? Nous, en radio, il y a des choses dont on ne parle pas du tout, que ce soit les problèmes de pédophilie, de trucs un peu trop trash, etc. On fait attention, on sait aussi à qui on s'adresse. On est sur un médium qui est Bel RTL. On fait quand même attention à ce qu'on dit. On pourrait être beaucoup plus trash, mais on se retient quand même un peu, tout en étant. J'estime aussi qu'on peut être beaucoup plus trash avec peut-être les hommes politiques, avec des gens de la rue ou des gens qui n'ont pas le pouvoir, en fait. Voilà. Moi, j'estime que les gens qui ont le pouvoir, ils l'ont voulu, ils l'ont. Il y a un revers de la médaille. Mariam Benayad. Moi, je pense qu'il faut pouvoir parler de tout, mais il faut savoir parler de tout et prendre le temps de parler de tout. Et j'en reviens à un débat, il faut organiser véritablement et redonner au mot de débat le sens qu'il a. Le débat contradictoire, un échange d'idées, on arrive à des choses constructives. On n'est pas obligé d'être d'accord, c'est même tout l'intérêt. Mais on débat et on sort en ayant appris quelque chose. Et encore une fois, pas en se tapant dessus, peu importe le camp qu'on est censé représenter. Sam? Oui, c'est une question de manière. C'est une question de manière. En fait, on peut rire de tout, on peut parler de tout, on peut tout critiquer, mais pour peu qu'on y mette la bonne manière. Le sujet, c'est pas la question. C'est quoi mais c'est indéfinissable. C'est indéfinissable. C'est une question de temporalité, c'est une question de traitement du sujet, c'est une question de public. Et il n'y a pas de recette miracle. S'il y avait des recettes miracles, il y aurait des gens milliardaires qui savent faire rire de tout le temps. Ce qui m'inquiète au final, c'est que je me dis que plus on avance, plus on en arrive aussi à s'auto-censurer en se disant oui, mais alors peut-être on n'analyse pas bien le public. Est-ce qu'on n'a pas bien compris, enfin voilà. Et du coup, on ne fait plus rien. Et du coup, on ne fait plus rien. Et je trouve que sur les 5 dernières années, alors qu'il y a eu une espèce de montée juste après l'attentat en se disant allez, on y va, on peut tout dire, c'est plus possible. Et maintenant, on a vraiment le chemin inverse. Et ce n'est pas lié qu'aux réseaux sociaux, mais je trouve qu'il y a de plus en plus d'intolérance dans tous les sens. Et voilà, des films que je pense, comme La Grande Vadrouille ou d'autres choses qui ont été faits par le passé, est-ce qu'aujourd'hui on arriverait encore? Comment on serait ressenti ces films ou sur des débats aussi forts en fait? Donc voilà,
Je pense Mais qu'on va pas dans le bon quand sens. André l'a dit il y a 20 ans, on riait pas du roi en Belgique, on ne pouvait pas rire du roi. Ben, c'est quand même une Oui, grande une avancée, avancée, on bien peut en sûr. rire. avancé, quoi. mais on a reculé sur d'autres choses. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, Quand on pense religion, à peu près, je ne vais pas dire toutes, mais enfin, c'est quand même aimez-vous les uns les autres, mais on va se taper dessus jusqu'à la mort pour y arriver, quoi. C'est un peu ça. Alors, il y a souvent aussi cette question difficile, c'est est-ce qu'on peut rire de la Shoah? Et pour Roberto Benigni, c'est assez clair, il y avait moyen avec un film, La vie est belle. Et je voulais vous montrer un autre exemple. Là, c'est est-ce qu'on peut rire avec les bombardements en Syrie? Le père syrien. Voilà. Et alors, c'est le papa s'appelle Abdullah et il essaye d'éviter que son fils... Sa fille. C'est sa fille. Sa petite fille oui, de sa 3 ans, fille ouais. fasse des cauchemars. Et donc l'idée, c'est qu'il lui dit qu'il faut rire quand il y a un bombardement. C'est extraordinaire. Et donc, c'est ça que vous voyez pour l'instant. Donc il essaie de lui faire deviner si c'est un bombardier ou un autre type d'avion. Et quand on entend l'explosion, elle éclate de rire. Donc sans doute un moyen de ne pas pleurer. Oui. Bon, si, on ose. Sandrine Saroche, ça vous a bouleversé. Oui, c'est exactement ça. Donc il y a moyen, mais quand même de cette manière-là. Sinon, on en arrive, on parlait d'Alost tout à l'heure, au carnaval d'Alost, où là on critique les chars. Mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Il adoucit les choses en fait. Et je pense que c'est ce que j'essaye vraiment de faire moi dans mes chroniques. Et je vois les commentaires en fait, les messages que je reçois, qui sont de plus en plus nombreux, et qui me disent merci, quoi. Merci parce que grâce à vous, vous mettez de la légèreté dans quelque chose qui nous plombe, quoi. Ça nous plombe. Même Benjamin Griveaux, ça nous a plombé. Franchement, c'est un plombage collectif. Et donc voilà, il faut essayer de remettre un petit peu, on a ce rôle-là, nous les humoristes quand même, de mettre un petit peu de légèreté et de faire ce que, en fait, Freud a écrit un texte en 1926 sur l'humoriste et qui dit, regardez, c'est comme un père qui prendrait son fils, qui le mettrait en hauteur et qui dit, regarde le monde tel qu'il est, c'est un jeu d'enfant. Eh bien, c'est ça. Et un jeu n'est pas forcément ludique, mais c'est ça, c'est un jeu. Voilà. Mais ici, c'est vrai que dans ce cas-là, on ne voit pas l'horreur, parce qu'elle n'est pas vue, puisqu'on en rit, mais on ne la voit pas. Non. Ce qui est peut-être dur, c'est quand on la montre et qu'on essaye de faire rire en montrant de l'horreur. Ça, c'est peut-être plus difficile. C'est pour ça que j'essaie de vous parler du carnaval d'Alost avec les chars, où il y a des chars qui étaient certaines années racistes, et là aussi antisémites, et ça crée tout un problème où on se dit, mais c'est du folklore, on a quand même le droit de rire de tout. Et donc cette discussion, peut-on rire de tout, on l'a aussi ça permet à propos de ce carnaval. Peut-être aussi, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, c'est ça, ça permet au moins qu'il y ait un débat. On n'est pas d'accord, mais au moins on parle et on ne fait pas monter quelque chose de part et d'autre, en fait, des choses qui sont comme des cocottes minutes et qui à un moment donné explosent, quoi. C'est ça le problème. Et pourtant, cette semaine, 3 professeurs d'université qui étaient interrogés par le journal de Morgan ont dit il ne vaut mieux pas montrer des images. Là, c'était sur le carnaval d'Alost. Les images antisémites, il ne faut pas les montrer parce que ça pousse à la discrimination, à la haine. Alors, est-ce qu'il faut ne pas montrer les images racistes ou bien est-ce que c'est un risque? Je vois Sam qui fait non. Non, clairement non. Ouais. Je pense qu'il faut arrêter de croire que c'est en dissimulant les choses qui posent problème qu'on va tout d'un coup les oublier et les résoudre. En plus, on risque un joli effet Streisand. Alors, je sais pas si... Expliquez. L'effet Streisand, c'est Barbara Streisand qui ne voulait pas qu'une photo de sa villa soit répandue dans la presse. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La photo de la villa, elle a cartonné. C'est devenu une des photos les plus vues à ce moment-là. Et moi, souvent, quand je traite des sujets, on me dit « Mais ne parle pas de ça, surtout, il faut surtout pas leur faire de la publicité. » Mais je pense que c'est une très très mauvaise façon de voir les choses parce que ça renforce en fait le fait que ce sujet est brûlant, donc intriguant, donc il y a peut-être quelque chose à découvrir. Je ne pense pas que ce soit une bonne méthode. C'est drôle ce que vous dites parce qu'il y a une image qui est passée tout à l'heure dans les JT. C'était une centrale nucléaire qui ne veut pas via Google, qu'on voit où se trouve tout. Du coup, c'est passé partout. Et tout le monde a vu l'image. Évidemment. L'affaire Griveaux, c'est ça aussi. Il fallait qu'on en parle et puis tout le monde en parle. Et je pense toujours moi à cette phrase de David Lynch qui disait que le politiquement correct, c'est un pansement qu'on met sur une plaie purulente.
Yves Kenyan. Le fait qu'on ait parlé de l'antisémitisme du carnaval d'Alost, qui était quand même assez dégueulasse, hein, parce que les caricatures des juifs religieux tels qu'on les voit à Anvers, c'était quand même assez immonde. Ça a quand même permis d'alerter l'UNESCO qui a retiré son parrainage du carnaval d'Alost. Donc, quelque part, ça a quand même été utile qu'on en parle. Donc, je pense qu'il faut effectivement le montrer et en parler. Alors, dernier thème que je voulais voir avec vous, ce sont les bons clients. Alors ça, c'est souvent un terme qu'on utilise professionnellement pour dire, tiens, chez les journalistes, pour dire ceux qu'on aime bien inviter parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose en plateau. Et pour vous, les bons clients, c'est ceux dont on peut se moquer et ceux qu'on peut imiter. Alors, je voulais... vous montrer quelques bons clients, peut-être futurs clients que vous ne connaissez pas, Sandrine Saroche. André les connaît un peu. Ouais. C'est le gang des vieux en colère. Ah oui, voilà. Voilà. Alors, ils manifestaient cette semaine. Alors, ils manifestent pour leur retraite. Et là, en l'occurrence, c'était pour arrêter de contrôler les personnes âgées qui profitent parfois d'un revenu minimum en Belgique en se dorant la pilule ailleurs au soleil. Et donc, ils manifestaient contre eux. Ils ne sont pas nombreux. Hein. Non, là, ils n'étaient pas nombreux, mais ils font beaucoup de bruit. On en a fait un sketch en radio avec Diroupo, chef de file. Voilà. Donc, André, c'est quoi le vieux en colère? Alors, les vieux en colère, ce sont des vieux qui sont non, mais vos vieux en colère. Nos vieux en colère, il y a Étienne d'Avignon, il y a Albert II, évidemment, il y a Elio Diroupo, qui est toujours aussi jeune, mais enfin bon, il est quand même dans les vieux en colère. C'est des vieux, quoi. C'est des gens qui devraient déjà, notamment pour Diroupo, qui s'accroche quand même au pouvoir depuis quelques années et qui devrait être parti depuis longtemps, mais bon, voilà, il est quand même toujours là. Donc ça, c'est des vieux en colère. Vous pourriez faire aussi ces vieux en colère chez vous. Il y en a, il y a Giscard, par exemple. Je suis toujours prêt à répondre. Moi, j'ai un personnage de vieille, puis c'est pas un vieux, c'est une vieille, c'est ma grand-mère dans mon spectacle, mais elle est beaucoup plus sympa en fait. Elle n'est pas en colère. Elle me donne des conseils, et peut-être que rester en colère, c'est une façon de rester vivant. Oui. Sans doute, oui. Ceci dit, ils n'ont pas tout à fait tort d'être en colère aussi. Ouais. Il y a beaucoup de motifs d'insatisfaction quand même, hein, donc qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux. À la limite, moi, ça me choque pas. Je me dis que pourquoi pas, pourquoi montrer toujours des Greta Thunberg, et s'il y a des vieux en colère, ils ont le droit, ils ont payé des impôts, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont le droit d'être en colère, comme les autres. Revenons sur les autres bons clients. Quels sont vos bons clients, Sandrine Saroche? Moi, j'ai une cliente récurrente que vous connaissez moins ici, mais qui s'appelle Anne Hidalgo, qui est formidable. Donc, alors là, moi, je peux m'en donner à cœur joie parce que j'ai la maire de Paris. La maire de Paris, donc comme j'ai dit, je me suis présentée il y a 15 jours aux élections, donc j'ai établi un programme avec Saroche 2020, allons plus loin, et donc elle revient très souvent, et puis je dis qu'en fait, comme j'ai une grand-mère espagnole comme celle d'Anne Hidalgo, donc moi il a fait comme ça, hein, Anne Hidalgo, d'un coup elle revient avec son accent espagnol comme ça, et elle mange de la tortilla et du chorizo, etc. Donc Anne Hidalgo, elle revient assez souvent, évidemment Emmanuel et Brigitte, et puis en fait j'ai pas de, sinon après c'est en fonction, non, ça a été Griveaux l'année dernière quand il avait lancé une cagnotte ou l'idée que c'était des internautes qui avaient lancé une cagnotte pour que Griveaux puisse s'acheter son duplex à Paris. Et donc là, j'en ai fait des caisses. Benalla, s'il vous plaît, qui nous a sauvé notre hiver à nous les humoristes l'année dernière. Donc lui, pareil, je lui rends toujours hommage. Laurent Wauquiez, qui malheureusement a disparu maintenant de la circulation, et je le regrette beaucoup. Et donc je chante toujours une chanson sur Laurent Wauquiez pour ne pas qu'il disparaisse totalement de la circulation. C'est contre l'extinction. Voilà. Et puis Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, évidemment. Oui, lui c'est bien, mais c'est pas un bon client des journalistes, lui. Oui, mais que le monde entier nous envie. Et d'ailleurs, en Amérique du Sud, on l'appelle Jean-Luc Mélenchon. Pareil, origine espagnole. Donc là, oui, je les aime tous finalement. Et en fait, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais quand même, on a toujours à un moment donné, même quand à titre personnel, on les aime pas forcément, à force de les faire, on a une sympathie, Est-ce qu'il y a une sympathie Chez nous, il y a un truc bien différent par rapport à la France, c'est que nous, on a réussi un jour avec Votez pour moi, au fil des années, à faire en sorte que les hommes politiques participent aux émissions et viennent pratiquement faire des sketchs que nous avions écrits
et que interprétait. Avec tous les gimmicks qu'on mettait dedans, on a fait dire putain quoi à Joël Milquet, on leur a fait faire tout. Et ça, c'est une grande différence qu'il y a avec la France. Vous êtes trop forts, les Belges. C'est que la France, Ouais, voilà. les Français, ils ont quand même une très grande réserve, ils n'oseront jamais faire ça. À un moment, ils le faisaient chez Sébastien, Ouais, et encore, ils étaient plus et- spectateurs, ils regardaient ce que les autres faisaient. Mais ici, ils ont participé complètement. On a eu Charles Michel dans l'émission, on a eu Lio Di Rupo, on avait fait un sketch un jour, on imaginait qu'ils étaient leur propre sosie. On avait mis Reinders en joueur de piano, et Elio Di Rupo en boucher, et qui disait il y a un mec qui me ressemble et qui me fait chier. Non, pas le pas, non. On ne parlait pas le encore de chevelu, boucher. pas le chevelu, Ouais. ni le tatoué. Il y a aussi les Dardenne, père et fils. Dans votre cas, Michel et Frédéric Dardenne. Bon, le père est mort. Le père est mort, mais le fils est toujours ce bien sont là. des personnages Ah oui, quand même. Dardenne, c'était un personnage haut en couleur. Vous connu Michel Dardenne? Non, je crois pas que Sandrine. Oui, Moi, Michel je connais les Dardenne. frères Dardenne, Oui, les pères et fils, je les connais c'est pas. vrai que c'est pas les mêmes Dardenne. Et Michel Dardenne passait beaucoup dans les émissions françaises parce qu'il était tout le temps bourré. Ah oui. Et il a été invité chez Arthur, Oui, je crois. tout à Il a fait. été invité un peu Oui. partout. J'avoue que je regarde pas tellement la télévision française, je regarde uniquement la RTBF. Et... Oh là là, alors celle-ci, elle veut remplir Rodergame. Alors, j'ai peut-être encore un autre bon client, je ne sais pas si André l'a déjà imité, je ne crois pas. C'est le bourgmestre de la ville de Bruxelles qui a décidé de faire, de descendre en rappel la bourse. Alors là, on le voit en costume cravate sanglé, là. Hein, Il l'appelle pour lui. Hein. Oui, mais. Et alors là, Il a un petit côté Schwarzenegger, non? Non. Ce qui est vrai, c'est que c'est un ancien rugbyman, donc d'où cette carrure d'homme costaud. Le voilà avec son sans petit... le casque, c'est beaucoup moins Schwarzenegger. Donc Chez nous, il y a quand même un sens du ridicule qui est souvent très fort. Moi, j'avais l'impression qu'il souffrait, que ça avait l'air très serré. Je suis pas sûr qu'il souffrait, mais moi ça me faisait penser à... On avait un Premier ministre qui lors d'un voyage aux États-Unis, est allé sur un taureau mécanique en mettant un chapeau texan. Et donc, effectivement, on s'était demandé... Je ne crois pas qu'un Premier ministre français ferait ça. Non, jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. C'est vrai que... nous, les Belges, On avait eu le cas avec le terme. Oui, le terme. On avait été... On était allé, parce qu'il élevait des chèvres, c'est un Premier ministre belge qui élevait des chèvres. Ah, mais déjà, ça, donc c'est devenu un leitmotiv dans Voter pour moi qu'il avait ses chèvres. On a fait un jour un sketch télé avec lui où on lui a amené une chèvre au 16 rue de la Loi, qui est donc le lieu du gouvernement. Pour la traire, donc. Il est arrivé, il a attrapé la chèvre qui s'était d'abord échappée dans toute la ville, on a du courrier derrière, il est arrivé, il a pris la chèvre, il a dit, allez hop, avec sa petite baguette, il l'a fait avancer, la chèvre a avancé comme il voulait, il disait, on voit comment on mène un pays. Et c'est passé. Oui, et du coup il n'a plus été ministre, ni Premier ministre d'ailleurs. Alors, on le rappelle, il a quand même chanté la Marseillaise, oui, c'est la ça, bonne personne. quand même Ça un pour grand dire que moment, les hommes politiques belges, il y a un côté bon enfant en Belgique. Oui, de manière générale d'ailleurs. C'est pour ça que vous êtes là. Mais c'est pour ça que je suis Alors là. maintenant, on va passer à nos coups de cœur. Et Yves Kengen voulait nous parler d'un concert. Oui, souvent je vous parle de concert. Hein. Je vais vous parler d'un concert qui aura lieu demain à l'Archiduc, le bar bruxellois que l'on ne présente plus. Vous connaissez ? Non. Là, il faut aller. Pas encore. C'est un must absolu. Voilà. C'est le bar préféré d'Arnaud. J'avais failli y aller un jour oui. avec Laurent Gérard, il n'a pas voulu y rentrer parce qu'il y avait les gens fumaient. Mais ça c'est fini ça. Donc concert dimanche soir à Voilà, un l'Archiduc. concert d'un certain Mino Lanzieri, qui est considéré comme l'un des plus importants et des plus prolifiques guitaristes de l'avant-garde jazz européenne, et qui sera entouré de 2 pointures à la batterie et à la basse. Donc c'est un concert qui promet d'être vraiment passionnant. Autant moi je suis pas passionné de jazz, autant je pense que là je vais y aller. Eh bien maintenant... C'est à 17h. À 17h, attention. Une expo avec Mariam. Oui, au musée juif, une expo assez différente de ce qu'on peut voir. C'est pas de l'art contemporain. Il y a des super-héros un peu partout. Donc tout le monde a déjà aimé au moins une fois dans sa vie au moins un super-héros. Et donc il y a toute une histoire derrière. Je ne vais pas trop spoiler comme dit le jargon. Mais je vous invite vraiment à voir cette expo. Je l'ai vue 2 fois au musée juif, exactement. J'ai pensé à ça. C'est l'histoire cachée des super-héros. Et donc il y a un lien évidemment avec l'histoire juive de toute une immigration qui a eu lieu aux États-Unis. J'en dis pas plus. Ils ont dû créer leur propre super-héros. Et alors, vous, votre super-héroïne, c'est qui, Sandrine Sarr?
Wonder Woman. Wonder Woman. Ah oui. Voilà. Je crois que Eric Azaraï. Non. Alors Sam, lui, il voulait nous parler d'un film. Oui, qui est très à propos, donc c'est Jojo Rabbit, donc Ah c'est oui. l'histoire d'un petit garçon de 7-8 ans qui est dans les jeunesses hitlériennes. Et alors, il est avec toute sa naïveté, il pense qu'il est évidemment dans le camp des gentils et qu'Hitler est un type formidable. Et il a des difficultés avec ses camarades, donc il s'invente un ami imaginaire qui est Adolf Hitler, qui est interprété par le réalisateur qui est Taika Waititi, si je prononce bien. C'est quand même pas rien en termes de preuves qu'on peut rire de tout, parce que c'est quand même le réalisateur de Thor Ragnarok, donc c'est quand même quelque chose qui est très sur le devant de la scène, et ça prouve qu'on peut se marrer de ce genre de truc aussi. Et qu'on peut rire d'Hitler, ouais. En l'occurrence. Alors Aurore, vous, c'est un livre à boire. Et oui, à boire et à manger. Hein. C'est samedi, après tout. Vous êtes peut-être en train de dîner, hein, si vous nous prenez à 12h30, sans me parler. Je vous propose de savoir comment boire et manger. Choisir le bon vin. En fait, c'est un auteur qui avait réalisé ce bouquin, mais qui est extraordinaire. C'est pour les nuls, c'est super bien expliqué. Vous apprenez plein de choses sur le vin, comment le combiner avec certaines nourritures et autres. Enfin voilà, c'est mon coup de cœur du jour. Je vous le conseille vraiment. Très bien. Alors, les coups de cœur, c'est peut-être aussi pour vous revenir un peu sur vos concerts et spectacles. André Lamy, qu'est-ce qu'il y aura dans ce spectacle Moi, c'est surtout un spectacle très, très politique. Oui. Il y a beaucoup d'hommes politiques. Il y a quand même un petit coup de Bigard quand même, qui parle de l'île de la Tentacule, suite à l'île de la Tentation qui est revenue. Il y a le roi, bien sûr. Il y a tous les personnages. Et puis de la chanson aussi, puisque je chante aussi beaucoup dans mes spectacles. Enfin, un peu moins qu'avant, mais je chante quand même pas mal. Donc, Renaud, un peu de politique, un peu de chansons. Sardou, Mayol, Ranem. Alors, et vous, Sandrine Saroche, s'il faut un peu revenir sur le spectacle et dire... non. Qu'est-ce qu'il y a dans le spectacle? Qu'est-ce qu'il y a dans le spectacle? Il y a en fait mon parcours en fait de provincial qui arrive à Paris, qui découvre justement ce côté justement très bourgeois. Moi, je viens pas du tout d'un milieu bourgeois, donc voilà, c'est à la fois mon parcours et à travers ce parcours, c'est toutes les rencontres qui m'ont façonné, et les rencontres que j'ai aussi un petit peu fantasmées. Donc il y a beaucoup de... Je pars toujours du réel, je pars toujours de ce que j'ai vécu, et donc c'est les hommes, les femmes, les enfants, et évidemment, comme tout est politique, il y a aussi de la politique. Et puis il y a cette fameuse Martine bruxelloise, voilà, qui habite à Uccle. La bourgeoise, ouais. la bobo de droite. Elle est bonobo. Elle est la bobo de droite. Elle est bourgeoise non bohème, hein, puisque les bobos bonobo, sont plutôt à gauche, les bobos et les bonobos. Donc Martine, c'est plutôt une bonobo, donc qui a réussi son évasion en Thalys et donc qui s'est installée à Uccle. Voilà. En tout cas, merci Sandrine Saroche de nous avoir rejoints. Pour ceux qui la connaissent pas, malgré toute cette émission, vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux ses prestations sur Paris Première. C'est très amusant. Si je suis invité, je viens. Mais oui, voilà. je vous attends avec 10 personnes qui vous obéissent. Voilà. Et là, ça, c'est assez simple. Voilà, merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci aux experts. Et on se retrouve lors de la prochaine émission. D'ici là, bon week-end à tous. Il négociera en 2014